Bonsoir à toutes et à tous. Je vais attendre que tout le monde se connecte pour commencer. Bienvenue à ce second événement dans le cadre de notre cycle de conférences sur les élections régionales d'Auvergne-Rhône-Alpes qui se dérouleront les 20 et 27 juin prochains. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Madame Vallaud-Belkacem. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avant de commencer, nous avons appris que vos affiches avaient fait l'objet de tags racistes et nous souhaitons, au nom de Place au débat, vous témoigner tout notre soutien. Voilà. C'est très gentil, merci beaucoup. Madame Vallaud-Belkacem, vous êtes diplômée de Sciences Po. Vous commencez votre vie professionnelle comme juriste dans un cabinet parisien d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous êtes élue vice-présidente de la région Rhône-Alpes chargée de la culture de 2004 à 2008, puis adjointe au maire de Lyon, Gérard Collomb, de 2008 à 2013, où vous êtes chargée des grands événements, de la jeunesse et de la vie associative. Durant le quinquennat de François Hollande, vous êtes porte-parole du gouvernement et ministre du droit des femmes. Vous créez notamment le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2014, vous êtes nommé ministre du droit des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports dans le gouvernement Valls I, avant de devenir ministre de l'Éducation nationale jusqu'en 2017. Vous avez porté à ce poste un projet de réforme de l'éducation prioritaire et consacré une grande place au numérique dans l'éducation notamment. Après une brève mise en retrait de la vie politique comme directrice des affaires publiques internationales au sein d'Ipsos, puis directrice pour la France de l'ONG One en 2020, vous êtes aujourd'hui candidate pour une alternative pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous représentez le Parti socialiste qui regroupe le Parti radical de gauche, Cap Écologie, la gauche républicaine et socialiste, ainsi que la gauche démocratique et sociale. Vous aurez l'occasion d'y revenir en profondeur lors de votre propos introductif, mais je vais faire un tour d'horizon très rapide des mesures phares de votre campagne, si vous le permettez. Votre ambition est de promouvoir une région dynamique, créatrice d'emplois, protectrice de la jeunesse. La jeunesse semble être une priorité pour vous. Vous parlez de la formation d'un pacte, d'un paquet de propositions le plus global possible pour répondre aux difficultés de la jeunesse. La région Aura devra être un laboratoire du bien-vivre pour les jeunes. Vous aspirez au même niveau d'ambition que André Philippe avec sa République des jeunes à son époque. Côté emploi, vous proposez un plan choc pour le travail des jeunes, notamment faire en sorte que la région aide à trouver 500 000 emplois pour les premiers emplois en transformant l'agence économique régionale en une agence pour la relance via le premier emploi. Vous souhaitez également pousser la création d'emplois par la région dans l'économie d'avenir. Très rapidement, ce sont deux points de votre programme que vous allez sans doute détailler, ainsi que les autres bien mieux que moi dès maintenant. Je vous laisse la parole pour approfondir mes propos et pour guider votre présentation, je vais vous poser une question volontairement très large. À quoi ressemblerait la région Auvergne-Rhône-Alpes sous la présidence de Najat Vallaud-Belkacem? Je vous remercie. Merci infiniment. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Ok. Oui, très bien. Merci infiniment d'abord pour votre invitation parce que j'ai eu grand plaisir à l'accepter. Ça fait partie de ces invitations, honnêtement, où on ne se pose pas 36 questions pour plein de raisons. D'abord parce que, vous l'avez rappelé, je suis moi-même une ancienne élève de Sciences Po, donc il y a un attachement particulier. Ensuite, parce que aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, j'ai notamment une casquette d'enseignement à Sciences Po, à Paris, et j'ai créé là-bas un programme d'enseignement sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et politique publique. En fait, on travaille avec mes étudiantes et mes étudiants à justement préparer une jeune génération, une nouvelle génération qui va exercer des responsabilités dans le public, dans le privé, en politique, dans quelques années à peine, à être hyper au fait de tout ce qu'il faut faire pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Et donc, c'est vraiment une formation super. Donc, tout ça pour vous dire que du coup, ça résonne beaucoup en moi, Sciences Po, et je suis ravie que vous ayez décidé, avec Place au débat, de vous engager dans la réflexion démocratique autour de ces élections. C'est bien d'ailleurs de recevoir l'ensemble des candidats et de les entendre. Donc, je comprends qu'il y a des règles précises que je vais essayer de respecter. Donc, un exposé pour commencer. Alors, d'abord, l'enjeu de ces élections régionales. Je ne reviens pas plus longuement sur moi parce que je pense que vous avez à peu près tout bien résumé. Donc, directement, l'enjeu de ces élections régionales, je pense qu'elles sont absolument fondamentales. Je sais bien que ça passe encore un peu sous les radars, qu'on annonce des taux de participation très faibles, mais il faut avoir à l'esprit, notamment pour votre génération, notamment pour la jeune génération, mais enfin derrière la jeune génération, il y a les parents, il y a les grands-parents que ça doit préoccuper aussi,
que les régions sont les collectivités qui ont le plus à faire pour la jeunesse, ou à ignorer la jeunesse en l'occurrence. Mais si elles se saisissent véritablement de leurs compétences, c'est les régions qui s'occupent de construire, d'équiper, de rénover les lycées. C'est les régions qui font la formation professionnelle, qui s'occupent de la formation professionnelle qui permet de qualifier tout au long de la vie, soit au début quand on entre sur le marché du travail, soit plus tard quand on a envie de se reconvertir parce que le métier qu'on exerce ne nous plaît pas. C'est les régions qui financent les lignes de bus, de train, de transport collectif qui font que vous êtes mobile ou vous ne l'êtes pas. C'est les régions qui financent le logement étudiant ou le logement pour les apprentis, qui font que concrètement, vous avez des solutions ou pas quand vous devez poursuivre vos études ailleurs. C'est les régions qui financent, qui accompagnent du moins les entreprises, puisque les régions sont les chefs de file du développement économique. Donc, c'est elles qui vont en fait lancer l'impulsion pour qu'on investisse dans tel secteur, etc. Et donc, chef de file du développement économique, ça veut dire qu'elles ont un rôle majeur à jouer, notamment pour la question de l'emploi. Et c'est pour ça que moi, je me saisis énormément dans mon programme de ce sujet de l'emploi des jeunes, dont je considère que ça va quand même être le sujet numéro 1. Voilà, je pourrais citer plein d'autres choses qui font que les régions sont fondamentales. Je terminerai peut-être par une chose, parce qu'après tout, être de la jeune génération comme vous l'êtes, c'est aussi se préoccuper de ce à quoi va ressembler l'avenir, et que ce soit en termes, encore une fois, d'aménagement du territoire, de construction d'infrastructures pertinentes, d'accompagnement de secteurs comme l'agriculture ou la montagne, etc. On voit bien que les régions sont aussi les acteurs majeurs pour ce qui est de la lutte contre le changement climatique et l'adaptation de notre environnement à une vie économique plus soutenable, à des modes de consommation plus soutenables. Enfin, je veux dire, si on soutient notre agriculture, par exemple, en bonne et due forme, vous aurez plus de chances d'avoir des gens qui vivent en ville, à Lyon, à Grenoble, à Clermont, qui recours à ces produits de notre agriculture plutôt qu'à des produits surtransformés dans les supermarchés. Si on s'occupe d'aider les acteurs de la montagne à diversifier les activités qu'ils proposent, on apporte des réponses à la fonte de l'enneigement qu'on constate aujourd'hui, parce que c'est comme ça, changement climatique. Mais tout ça, c'est de la responsabilité de la région. Dernier exemple de ce que je viens de dire, si on construit les bonnes lignes de train ferroviaire, si on développe le vélo, etc., on se donne plus de chances d'enlever tout ce qui pollue sur les routes. Et je ne parle pas simplement des voitures en disant ça, je parle des poids lourds qui obstruent quand même nombre de nos paysages et qui pourrissent la vie de beaucoup des habitants de cette région. Donc, voilà pourquoi je considère vraiment que sur tous les sujets qu'on peut avoir à cœur, en réalité, la région a des moyens d'intervenir. Et toute la question qui se pose au moment de ces élections régionales-ci, qui ne sont pas anodines, même si encore une fois, elles passent sous les radars, c'est qu'on vient de traverser la crise sanitaire, la crise du Covid-19, la crise économique, mais surtout ce moment d'arrêt de nos vies comme on n'en avait jamais connu auparavant, de quasi-arrêt, disons, avec le premier confinement en particulier, qui nous a quand même tous bousculés, bouleversés, où on s'est posé plein de questions sur le modèle que l'on voulait avoir. Est-ce qu'on reveut du monde d'avant? Est-ce qu'on poursuit comme si de rien n'était? Ou est-ce que sur des tas de sujets, on commence à penser autrement? Évidemment, la revalorisation des métiers de première ligne, les métiers du lien, les soignants, les caissières, les aides ménagères, tous ces gens dont on a tellement besoin et qu'on rémunère si mal. Est-ce qu'on continue comme ça? La surexploitation des ressources de la nature, parce qu'on s'est bien rendu compte quand même que les pandémies, ça avait un peu aussi quelque chose à voir avec cette surexploitation. Est-ce que ce système économique de compétitivité à tout crin dans lequel certains ont toujours plus au détriment d'autres, avec des inégalités qui se creusent, qui explosent, qui sont insupportables à vivre socialement, est-ce que c'est de ça que l'on veut? Voilà, donc toutes ces questions-là, vous vous souvenez que pendant le premier confinement, il y avait plein de gens qui disaient le monde d'après, il doit ressembler à autre chose, etc. Et je sais qu'après, on s'est tous un peu lassés, notamment au moment du deuxième confinement, et qu'on n'avait eu qu'une hâte, c'était finalement de retrouver la vie
peut-être telle qu'elle était avant, tant pis pour le monde d'après. Mais moi, personnellement, je fais partie de ceux qui ne se résignent pas et qui pensent qu'il faut qu'on continue à penser le monde d'après, sérieusement. Et je pense qu'à l'échelle d'une région, et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé que c'était pertinent, que je me présente, que j'offre cette alternative, je pense qu'à l'échelle d'une région, on a vraiment les moyens de penser ce monde d'après. Si tant est que, d'une part, on comprenne que l'essentiel de l'essentiel, c'est quand même le bien-être des individus, et de tous les individus, qu'on ne fasse pas de distinction, je dirais pas de raison qu'on recherche du toujours plus pour certains pendant qu'on ne se soucie plus des autres. Donc, pour aller vite, parce que je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes mes mesures, mais c'est clair que le bien-être des individus, il passe par la capacité de notre région à être riche, prospère. Comment est-ce qu'elle est riche et prospère? En créant de l'activité, c'est-à-dire en soutenant nos entreprises pour qu'elles créent de l'activité. On a la chance d'être dans une région où on a un immense tissu de recherche, de laboratoires d'excellence sur plein de sujets, aussi bien les questions numériques que les questions biomédicales, que les questions agricoles. Vous voyez, on a vraiment tout ce qu'il faut pour être à la pointe de l'innovation, du développement, et y compris de réponses d'ailleurs nécessaires à la mutation écologique. Il faut qu'on fasse se rencontrer cette richesse scientifique-là et le monde économique, les entreprises, pour que ça les nourrisse et que ça les rende plus fortes et capables de rayonner, de produire des emplois ici. Et nous, ce qu'on va faire dans notre programme, l'alternative, c'est tout simplement qu'on va aider ces entreprises avec 1 milliard d'euros sur notre budget, c'est-à-dire qu'on va entrer au capital des entreprises en mettant des conditionnalités, évidemment, notamment la capacité justement à aller plus loin sur la problématique de l'emploi, c'est-à-dire à prendre des gens en emploi, mais aussi sur la question de la transition écologique et sociale. Il faut qu'elles soient quand même vertueuses ou qu'elles aillent dans une démarche de vertu sociale, égalité professionnelle femmes-hommes, par exemple, mais aussi gouvernance dans laquelle les salariés sont partie prenante. Bon. Donc, on accompagne les entreprises de façon néanmoins assumée avec un budget important parce qu'on considère que c'est ça qui va créer de la prospérité sur le territoire. La prospérité, pourquoi faire? La prospérité, pour redonner du pouvoir d'achat aux gens, en fait. Mais les gens, pour qu'ils aient du pouvoir d'achat, l'idéal, c'est encore qu'ils aient un emploi à eux-mêmes. Or, je le disais tout à l'heure, c'est notamment pour la jeune génération qu'on a une vraie crainte, parce que ce qui se passe, c'est qu'avec la crise économique qu'on vient de traverser, les diplômés 2020, pour le dire rapidement, qui se sont mis à chercher un emploi, ils ne l'ont toujours pas trouvé, soyons clairs. Ça fait des mois de galère qu'un certain nombre de jeunes sont en train de vivre, y compris des jeunes qualifiés. Et ce qui va se passer, on connaît bien ce phénomène, c'est qu'il va y avoir le phénomène de la file d'attente, c'est-à-dire que ces diplômés 2020 sur le marché du travail, ils vont être concurrencés par les diplômés 2021. Et les plus qualifiés vont prendre la place des moins qualifiés, comme à chaque fois qu'on a une rareté du travail. Bon, donc du coup, en fait, on a une jeune génération qui va se caramboler comme ça dans la recherche de son premier emploi, ce qui est extrêmement problématique, pas simplement sur un plan financier pour elle, et parce que quand on cherche son premier emploi et qu'on ne le trouve pas pendant des mois et des mois, c'est un peu comme si on était bloqué au seuil de la vie adulte sans réussir à y passer. Donc déjà, ça, c'est suffisamment problématique, mais plus problématique encore, c'est qu'on sait que quelqu'un qui met des mois, voire plus, à trouver son premier emploi, il perd confiance en lui, il n'a pas évidemment les moyens de se loger, il est obligé de rester cohabiter avec ses parents alors qu'il n'avait qu'une volonté, c'était d'en finir, etc., etc. Et puis, petit à petit, finalement, c'est même son employabilité qui finit par être interrogée. Donc, je suis un peu trop longue, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'une de mes mesures absolument majeures, c'est ce qu'on appelle la caution premier emploi, c'est-à-dire de dire la région va venir, comme jamais par le passé, s'investir dans l'accès au premier emploi des jeunes. Qu'est-ce qu'elle va faire, la région? Elle va se porter garante, en fait, du fait que chaque jeune entre 18 et 30 ans ait son premier emploi. Qui en cherche un, bien sûr, tout le monde n'en cherche pas, mais chaque jeune qui en cherche un ait son premier emploi. Il y aura, bien sûr, parmi ceux qui cherchent, ceux qui trouveront tout seuls. On ne parle pas de ceux-là, on parle de ceux qui n'arrivent pas à trouver, qui constatent qu'ils n'arrivent pas à trouver. Ceux-là, la région s'en charge en quelque sorte. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle est
en charge du développement économique, donc qu'elle connaît toutes les entreprises, qu'elle est en lien permanent avec elles, qu'elle sait quels sont les besoins, qu'elle sait, par exemple, que dans notre région, il y a 325 000 offres d'emploi non pourvues, ce qui est absolument dingue, alors qu'il y a plus de 600 000 chômeurs tout de même, hein. Donc, comme la région sait tout ça, elle va être finalement le tiers de confiance qui va mettre en lien l'offre et la demande, qui va faire se rencontrer en particulier ces jeunes-là et ces employeurs qui cherchent, qui va ensuite venir, une fois qu'ils se sont rencontrés, donc on organise physiquement les rencontres, qui va venir ensuite lever un à un les freins qui peuvent s'opposer à l'embauche. Frein de qualification, parce que le jeune n'a pas la bonne qualification par rapport à l'emploi qui lui est proposé, eh bien, la région offre une formation flash, intensive, qui prend le temps qu'il faut, que ce soit quelques semaines ou quelques mois, mais de sorte que le jeune soit parfaitement adapté à l'emploi en question. Frein d'éloignement géographique, par exemple, le jeune serait intéressé par le poste, mais il est trop loin, il est à Lyon et lui, il habite à Clermont, etc. Et il peut pas prendre, il n'a pas les moyens de payer le transport ou le logement. La région viendra payer transport et logement pendant les premiers mois de son embauche. Ou frein venant de l'entreprise elle-même, par exemple, une petite ou une moyenne entreprise qui dirait moi, il me plaît bien, elle me plaît bien, mais cette jeune ou ce jeune, mais je ne suis pas sûre de remplir mon carnet de commandes et je ne sais pas si je vais justifier son embauche. Et la région prendra en charge le salaire de la période d'essai du jeune pendant les 3 mois, qui permettent finalement d'impulser, de donner à voir à l'entreprise que si à l'usage, en fait, c'est quand même bien de l'avoir, ce salarié, et de le garder. Donc voilà, je suis trop longue, mais cette démarche, la caution premier emploi, dans laquelle la région, en fait, ne lâche plus aucun jeune dans sa recherche du premier emploi jusqu'à ce qu'il ait signé, c'est quelque chose d'assez neuf et sur lequel je pense vraiment qu'on peut changer la donne. Bon, je vous ai beaucoup parlé d'économie, du coup, mais enfin, vous avez compris que, en gros, moi, j'estime que le bien-être, il vient de la capacité à se projeter dans l'avenir, à se projeter à la fin du mois, à savoir qu'on a un salaire. Évidemment, certains d'entre vous, d'entre nous, se sont plus attirés par l'entrepreneuriat d'ailleurs que le salariat. Là aussi, on a une mesure importante puisqu'on soutient les jeunes entrepreneurs, donc avec des prêts à taux zéro venant de la région jusqu'à 50 000 € pour tout projet porté par un jeune. Tout projet d'entreprise porté par un jeune. Je termine sur le sujet économique, peut-être en soulignant néanmoins, parce que ça a un rapport, que juste à côté du sujet économique, il y a toujours le sujet éducatif, parce que, par exemple, la formation professionnelle, je le disais tout à l'heure, c'est ce qui répare quand même le mieux à obtenir son emploi. On a un énorme regret dans cette région depuis 2015, c'est que la formation professionnelle a été complètement laminée par le président de la région sortant, Laurent Wauquiez. Il a, grosso modo, quand on lui a laissé les clés de la région en 2015, on était parmi les toutes premières régions en termes d'ouverture de formation professionnelle, de nombre de formations professionnelles offertes. Là, quand il rend les clés, on est passé à l'avant-dernière place. On est l'avant-dernière région de France. On a créé pendant 6 ans moins de 100 000 formations professionnelles. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, notre intention pour les 6 ans qui viennent, si nous sommes élus, c'est d'en créer 500 000. C'est 5 fois plus. Donc, on n'a absolument pas été à la hauteur des ambitions et ça a eu comme effet, par exemple, que c'est mesurable, 140 000 chômeurs, demandeurs d'emploi, ont dû renoncer à se former pendant ce mandat parce qu'il n'y avait pas suffisamment de formation pro. Et surtout, ça veut dire aussi que c'est autant de gens qui auraient pu vouloir exercer les métiers d'aide-soignant, par exemple, ou plein de métiers qui recrutent, ou dans le numérique, ou dans la métallurgie, etc., et qu'on n'a pas trouvé le jour où on en avait besoin, alors que notre région, comme vous le savez, souffre de plein de sujets, notamment de l'existence de déserts médicaux parce qu'on ne trouve pas de soignants, etc. Donc, en fait, ça a été une politique assez absurde qu'on va remettre complètement en cause. On veut au contraire devenir la première région apprenante de France. Donc, un gros investissement sur la question de la formation pro. Un gros investissement aussi sur la question des lycées, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, avec là encore un regret, pendant 6 ans, il n'y a pas eu un seul nouveau lycée qui a été décidé et construit par cet exécutif. C'est invraisemblable. Pourtant, la démographie
lycéennes augmente. Bon. Donc, nous, on va en construire 4, on va en rénover 38. On va installer dans les cantines scolaires des lycées une tarification sociale qui n'existait plus et qui permet aux familles modestes de payer évidemment moins la cantine. Et ça va jusqu'à 1 euro le repas pour les familles modestes. On va faire en sorte aussi de davantage utiliser les lycées comme des lieux de vie, par exemple pendant les vacances scolaires, etc., pour des associations, pour des colonies de vacances qui sont très demandeuses, que soient organisées beaucoup d'activités. C'est aussi ça qui permet de faire du lien. Bon, voilà. Et puis, voilà, sur les lycées. Ah oui, si, quand même, je voudrais insister aussi sur une mesure qui me paraît importante, c'est que, je le disais, nous, on est conscient qu'il faut aussi développer la pratique du vélo et cette espèce d'éducation au vélo, on va dire. Et donc, on a une prime à l'équipement pour les vélos qui vaut aussi pour nos jeunes lycéens, hein, pas simplement pour les adultes, entre guillemets. Donc, une prime qui, en fonction des ressources sociale varie, mais qui va permettre de s'équiper en vélo ou en vélo électrique à des tarifs extrêmement intéressants par rapport au prix que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Peut-être un mot rapidement pour dire, parce que j'essaye aussi de concentrer mon propos sur ce qui peut vous concerner directement aussi, pour vous parler de transport, parce que peut-être que certains d'entre vous, en fait, sont à Sciences Po Lyon, mais viennent d'ailleurs, de la région, je veux dire, et donc vous connaissez peut-être bien les problématiques de manque de transport adapté à plein d'égards. Je ne sais pas, prenons si certains d'entre vous vivent à Clermont, vous savez combien c'est compliqué de venir à Lyon. S'il y en a qui vivent à Montluçon, vous savez combien c'est compliqué de venir à Lyon. Bon, bref, donc du coup, grosse mobilisation, gros investissements financiers sur la question des transports, des lignes de train. Un certain nombre de petites lignes de train ont dû fermer pendant ces 6 dernières années. Nous allons les réouvrir. Grosse mobilisation aussi pour faire en sorte d'améliorer les liaisons que j'évoquais tout à l'heure entre Clermont-Lyon, Montluçon-Lyon, mais aussi de créer un RER métropolitain qui permette beaucoup plus facilement, par exemple, d'aller de Lyon à Saint-Étienne avec voilà, quoi, des TER qui passent toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, c'est un vrai sujet pour nous, les transports collectifs. Est un sujet aussi la question de la tarification sociale, puisque là aussi, pendant 6 ans, l'exécutif sortant a décidé qu'on n'avait plus besoin de distinguer en fonction des ressources les prix des billets des TER, ce qui fait que pour les publics les plus modestes, ça a été une augmentation de 2,5 fois le prix du billet, hein. Donc nous, évidemment, on va revenir à une tarification sociale qui ira, cette tarification sociale, jusqu'à la gratuité pour les moins de 26 ans modestes, la gratuité des transports scolaires et enfin le fait de mettre en place des billets à 1 euro le week-end, du vendredi au lundi, pour les étudiants, les jeunes qui étudient loin de leur famille et qui ont besoin de rentrer. Donc, c'est des choses un peu concrètes voilà, qui peuvent vous concerner. Vous m'interrompez si je suis beaucoup trop longue, hein. Je pourrais vous parler aussi de santé, tout ça. Bon, Éventuellement, si vous voulez, enfin, on peut peut-être commencer certaines questions et on aura peut-être du coup l'occasion de revenir sur des points oui, que vous avez en fait, je pense que c'est mieux. D'accord, je pense que c'est mieux de faire comme ça, mais je vais essayer peut-être de conclure, mais ayez conscience que j'ai évidemment oublié plein de choses, hein. Je me suis juste concentrée sur des trucs dont je pouvais penser que ça pouvait vous parler directement. En conclusion, en fait, ce programme qu'on a établi, hein, qui est le résultat de discussions avec plein de gens, de beaucoup de contributions, à la fois d'acteurs structurés, mais aussi de gens qui avaient été invités individuellement à contribuer sur notre site internet, etc. C'est vraiment, c'est un programme qui se veut en capacité à la fois de protéger les individus et d'améliorer leur quotidien. C'est pour ça que je parlais de bien-être tout à l'heure, mais aussi de se projeter dans l'avenir
de préparer l'avenir de notre territoire, l'avenir des individus eux-mêmes. Et franchement, quoi de mieux que la formation pour le faire. Et donc, en fait, c'est un programme qui se veut quand même très ambitieux et optimiste aussi, c'est-à-dire on n'est pas sur un programme de repli, on n'est pas sur un programme de il faut qu'on recommence tout pareil qu'avant la crise, avec les mêmes modes de fonctionnement. On n'est pas sur un programme, comme on a pu le constater avec les 6 ans qui viennent de s'écouler, très clientéliste, qui ne s'adresse qu'à certaines catégories, etc. Quand moi je dis la jeune génération me semble être vraiment la partie de la population sur laquelle il faut qu'on appuie, c'est pas parce que je cherche à obtenir des voix, même pour être tout à fait franche, comme vous le savez, c'est plutôt les jeunes qui ne votent pas dans ces élections, donc je serais quand même particulièrement inefficace si c'était ça que je recherchais. Non, c'est parce que j'estime que c'est vraiment cette jeune génération qui, si on l'accompagne bien en ce moment, est capable de nous sortir de la mouise, vraiment, de nous sortir de cette problématique économique parce qu'elle est capable d'innover et d'inventer des choses, de nous sortir de la problématique climatique parce qu'elle a cette radicalité, cet engagement, ces non-compromissions dont on a besoin pour faire changer les choses, et même de nous sortir de la problématique des inégalités sociales parce que justement, je suis tellement en contact avec vous, enfin pas vous personnellement, mais je veux dire cette jeune génération, parce que j'enseigne, parce que je les vois souvent, que je sais que les inégalités, par exemple, de genre ou les inégalités sociales sont de l'ordre de l'insupportable pour vous, là où ailleurs, à d'autres classes d'âge, on a fini par se faire à tout cela, pas forcément par approuver, mais par se faire à tout ça, ça fait partie de la vie, etc. Non, en fait. En fait, tout ça, c'est insupportable. Les inégalités de genre, les inégalités sociales sont insupportables et il faut lutter contre. Et donc, je pense qu'en vous accompagnant, vous, dans votre autonomie, indépendance financière, capacité à inventer, à innover, à créer et à dire, en fait, on met toutes les chances de notre côté pour que ça aille mieux, y compris pour nous. Voilà, en résumé, maintenant je vous laisse me poser des questions. Merci. Merci pour cette présentation très, très complète. Avant de vous poser une première question, je vais juste rappeler à tous nos participants que vous pouvez interpeller Madame Vallaud-Belkacem et directement lui poser vos questions. Donc, vous avez 2 possibilités pour ça. Soit utiliser l'outil réaction en bas de votre écran et lever la main. Et dans ce cas-là, donc, on se chargera de vous donner la parole et de vous dire quand ouvrir votre micro. Sinon, si vous souhaitez juste rédiger votre question dans votre chat, on se chargera de la relayer pour vous. Je vois que, avant de commencer, que Kenza a une question. Donc, Kenza, je te laisse ouvrir ton micro et poser ta question. Oui, bonjour, merci. Bonjour Madame Vallaud-Belkacem, merci pour cette présentation. Alors moi, j'avais beaucoup de questions par rapport à la relance économique, justement, mais vous avez été plutôt précis sur ça, donc merci. Néanmoins, vous avez parlé d'une gratuité des transports en commun pour les plus jeunes, donc j'aimerais savoir comment vous comptiez financer cette gratuité et quel transport précisément ça concernerait. Merci. Oui, merci. Donc, en fait, alors, vous parlez, il y a 2 choses distinctes. Il y a les transports scolaires, parce qu'en fait, la région a repris les compétences qui, autrefois d'ailleurs, ne relevaient pas forcément d'elle, mais y compris pour accompagner en car les enfants dans un certain nombre de zones, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, etc. Donc, en fait, ces transports scolaires-là seront gratuits. Ça, nous nous y engageons. Et puis après, quand on dit des transports collectifs, donc on entend par là train, TER, bus, qui relèvent de la région, qui seront soumis à la tarification sociale. Ça veut dire qu'en fonction de votre situation sociale, vous aurez un abonnement qui vous coûte plus ou moins cher. Et cette tarification sociale dégressive, elle pourra tomber jusqu'à la gratuité, en l'occurrence, pour les moins de 26 ans, dont la situation est modeste. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on identifie la cible. Et pour ce qui est du financement, en fait, c'est bien simple, si vous voulez. De toute façon, la région, contrairement à beaucoup de choses qui se disent dans les débats politiques et qui sont fausses,
elle ne lève pas d'impôts, hein. Enfin, elle en a quelques-uns auprès des entreprises, mais pas auprès des individus. Donc, tous les débattants qui vous expliqueront que ceux qui cherchent à avoir des mesures très ambitieuses vont le faire en levant l'impôt, c'est faux, puisque en fait, on n'a pas cette capacité-là, ou alors vraiment très limitée. Donc, en réalité, c'est bien dans le cadre d'un budget total qui est de près de 5 milliards d'euros annuellement que l'on pense nos différentes mesures. Dans le cadre de ce budget total, il y a des choix qui sont faits. Par exemple, je vous en donne un exemple, Monsieur Wauquiez, sur l'ensemble de la région, enfin du mandat, pardon, sur les 6 ans, il a décidé de faire des économies à hauteur de 1,3 milliard. Bon, la question c'est quel est l'intérêt de ces économies en fait? Pourquoi? Pour pouvoir se présenter comme un bon gestionnaire, etc., qui n'a pas dépensé tout l'argent de la région. Mais en fait, je veux dire, l'argent de la région, il a vocation à être dépensé dans des investissements utiles et dans la protection des habitants. Donc, ces économies qu'il a faites, ben, il les a faites sur le dos des chômeurs, en laminant, comme je le disais, la formation professionnelle, donc en ne permettant pas à des chômeurs de se former, sur le dos des plus pauvres, en enlevant la tarification sociale dans les transports, donc en ne permettant pas à des gens qui n'ont pas les moyens de voyager facilement, sur le dos du logement, parce qu'il a retiré quasiment de mémoire 80 millions d'euros chaque année à la construction de logements et notamment de logements étudiants. Bon, voilà, donc en fait, c'est des économies à la fois ineptes et dangereuse, quoi. Donc, nous, cet argent, on le réinjecte pour financer ce qu'on veut financer. Deuxième exemple, quand je disais tout est question de priorité, il y a des choses que M. Wauquiez a décidé utiles de financer, comme par exemple des autoroutes, la 88, ou enfin voilà, des exemples comme cela, alors que ça n'était pas la compétence de la région. La région, elle est compétente déjà sur beaucoup de choses, hein, mais en termes de mobilité, c'est les transports collectifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais intervenir sur des routes, etc., quand on est dans des territoires complètement enclavés, où de fait, il n'y a pas les moyens d'avoir un transport collectif. Il faut quand même améliorer la situation des gens, donc pourquoi pas intervenir sur la route, mais pas être l'initiateur, le premier responsable, le premier financeur, etc. Il y a d'autres collectivités compétentes sur cette question des autoroutes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la réalité, c'est que tout est question de priorité politique et les nôtres, elles sont ce que je vous ai indiqué. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse, madame. Je souhaitais vous poser une question sur un thème que vous n'avez pas abordé dans votre présentation, sur ce que vous avez nommé, enfin il me semble que c'est votre équipe qui l'a appelé ainsi, sur un parlement des possibles, qui serait en quelque sorte, donc si je comprends bien, une sorte de convention citoyenne, donc uniquement pour le climat, qui serait mise en place à l'échelle de la région. Je voulais donc savoir quel serait un peu le format et le fonctionnement de ce Parlement des possibles, et voir aussi éventuellement comment est-ce que ce dernier pourrait travailler peut-être avec le conseil économique, social, environnemental régional, parce que j'ai un peu l'impression que ce sont finalement deux institutions qui pourraient se ressembler. Oui, merci beaucoup pour cette question. En fait, ça me permet d'aborder un petit peu un sujet que j'ai effleuré tout à l'heure, mais sur lequel je voudrais revenir. Cette région, elle est incroyable. Je ne sais pas si vous avez la chance et l'occasion de la parcourir autant que peut le faire un élu régional ou un candidat aux élections régionales, mais on a cette chance, nous, vraiment de la sillonner en permanence et donc de voir à quel point par les paysages qui sont les siens, par la nature hallucinante, les montagnes, les fleuves, les volcans, et en même temps les grandes métropoles, la ville urbaine, etc. Donc par cette diversité-là, on a une espèce de concentré de tous les phénomènes auxquels on doit se préparer, des atouts que l'on a, des fragilités que l'on a. Et donc, sur cette question du changement climatique, franchement, il suffit d'aller en montagne, de se rendre compte que, d'ailleurs, c'est les scientifiques qui le disent, hein, les projections climatiques vous montrent que depuis 50 ans, en montagne, on a perdu chaque année en tout
un mois d'enneigement. Donc, en fait, on est aujourd'hui à 1 mois d'enneigement en moins. On sait que ça ne va faire que se poursuivre et beaucoup plus rapidement, que quoi qu'on fasse, la chaleur va augmenter. Bon, on sait par exemple quand on va dans les plantations, les exploitations agricoles, que ça fait 3 ans de suite que nos agriculteurs vivent avec la sécheresse, enfin bon voilà, vous avez suivi tout ça. Donc du coup, c'est un vrai sujet qui est en train de pourrir la vie de ces acteurs-là parce qu'ils sont les premiers confrontés, mais aussi par ricochet de chacun d'entre nous, parce que ça veut dire une alimentation de moindre qualité, un air de moindre qualité, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on a décidé là-dessus, c'est que, on va instaurer l'état d'urgence dès qu'on arrive à la région. Pourquoi ? Pour que chaque aide ou subvention accordée par la région soit conditionnée à des critères écologiques stricts. Rien qui aille soutenir une aggravation de ce dysfonctionnement climatique que je viens d'évoquer. Deuxièmement, on va, économiquement parlant, lancer vraiment la transition écologique dans le sens où, par exemple, on va créer ce qu'on a appelé la Silicon Valley européenne des énergies renouvelables, de l'agroécologie et des solutions alternatives. Donc, ça veut dire qu'on va soutenir particulièrement toutes les entreprises des filières hydrogène, logistique bas carbone, bâtiments écologiques, matériaux biosourcés, etc. Donc, économiquement parlant, on va vraiment mettre le paquet sur cette question des énergies renouvelables, de l'agroécologie, des solutions alternatives. Bon, on va, pour les individus, les ménages, s'engager évidemment dans la rénovation thermique des logements. Et notamment, chaque année, 100 000 logements vont être accompagnés dans cette réhabilitation thermique par la région. Bon, donc ça, c'est un peu les mesures qu'on prend. Mais ce qui m'est apparu très, très fort, justement, en sillonnant toute cette région, c'est que quand on la sillonne et qu'on va voir tous les acteurs que je viens d'évoquer, notamment de l'agriculture et de la montagne, on se rend compte à quel point, en effet, les choses se dégradent dans notre environnement. Mais quand on ne le fait pas, quand on vit en ville, quand on vit dans un quartier populaire et qu'on ne voit ces questions de transition écologique abordées que par la télévision, par des débats souvent très clivants, très sensationnalistes, buzzants, etc., en fait, on a du mal à comprendre ce qui se passe, à adhérer à ce qui se passe. Et puis, de toute façon, il y a toujours cette interrogation permanente, fin du monde, fin du mois. Enfin, vous êtes bien gentil, c'est sûr que ça devrait être sans doute plus sympathique de consommer des produits bio, mais moi, je n'ai pas les moyens, vous voyez. Donc, en fait, c'est ça qui m'a amené à l'idée de créer un lieu, une structure qui s'appelle donc le Parlement climatique et social, ou Parlement des possibles pour lui donner un nom plus poétique, mais c'est le Parlement climatique et social, qui est un lieu composé de citoyens, et notamment, quand je dis citoyens, moi, mon intention, c'est que l'immense majorité de ces citoyens soient des gens de moins de 25 ans, parce que précisément, ce que je veux, c'est avoir une espèce de conférence citoyenne, pour vous dire un mot que vous visualisez, mais pas composée juste pour quelques mois, et puis ensuite à qui on dit bye-bye alors qu'on a pas retenu ses propositions. Une conférence citoyenne permanente. Donc en fait, dans ce Parlement climatique et social, vous avez des citoyens tirés au sort, vous avez des experts, des ONG, dont la charge est de se mettre ensemble pour réfléchir et pour accompagner au long cours la transition écologique et sociale de la région. C'est-à-dire que concrètement, elle sera en charge, cette instance, d'éclairer régulièrement l'opinion publique régionale sur les mutations de notre territoire, comme une espèce de GIEC, si vous voulez, qui viendrait par exemple une fois tous les 15 jours à la télévision dire « bon voilà, le changement climatique dont on vous parle, ce n'est pas dans longtemps, dans plusieurs générations ou l'histoire de vos enfants, c'est maintenant. Ce n'est pas non plus, je ne sais pas, sur l'île Maurice ou je ne sais quel territoire très éloigné confronté à ça, c'est dans notre région. C'est donc à la fois maintenant et ici. Et c'est dans notre région, regardez, je vais vous expliquer ce qui se passe avec la mer de glace, là, qu'on peut voir. Enfin, je vais vous expliquer ce qui se passe avec les plantations, avec les arbres qui disparaissent, avec les vignobles, etc., là, à quelques pas de chez vous. Donc, éclairer l'opinion publique sur ce qui se passe,
En même temps, proposer, contrôler, évaluer les politiques publiques mises en place par la région qui, avec nous, se sera engagé sur cette transition écologique, ce Parlement climatique et social, il servira un peu de fer de lance et de poil à gratter quand on ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Et puis, et c'est pour ça que je l'ai appelé climatique et social, veiller à ce qu'on tienne nos engagements sur l'écologie, mais tout en ne laissant jamais des inégalités se creuser, voire s'installer en même temps du fait de cet engagement sur la transition écologique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que la politique publique, elle s'accompagne de la compensation qu'il faut, de l'accompagnement qu'il faut, pour éviter que ce soit les plus pauvres qui trinquent, y compris dans ces démarches-là. Voilà à quoi servira ce Parlement climatique qui est social et il sera installé à Clermont-Ferrand, qui est une façon de dire il faut un peu qu'on décentralise dans cette région, tout ne peut pas être à Lyon. Mais pour répondre à votre question, du coup, non, c'est pas... il ne marche pas sur les plates-bandes du Césaire parce que ce n'est pas la même façon de fonctionner. Dites-vous plutôt que, comparez-le plutôt à une conférence citoyenne pérenne. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. Et vous voyez, par exemple, le côté « je vais éclairer l'opinion publique » un peu comme le ferait un GIEC, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, c'est à ces manques-là qu'il répond. Mais donc, enfin, merci, merci. Donc, si je comprends bien, du coup, ce Parlement pourrait prendre des décisions au caractère impératif qui peut-être pourraient s'opposer à des décisions de l'Assemblée régionale, ou est-ce que ce serait uniquement quelque chose de consultatif et facultatif, du coup? En fait, ce Parlement, si vous voulez, il aura un énorme pouvoir médiatique, en réalité, beaucoup plus grand que peut l'avoir une instance d'évaluation habituelle. Vous savez, au fond, les instances d'évaluation habituelles, quand vous regardez, que ce soit à l'échelle de la région ou que ce soit à l'échelle de l'État, c'est soit des instances qui sont intégrées dans les ministères et dans les administrations. Donc, du coup, on peut un peu... Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas très fort, hein, l'évaluation ou les recommandations ou les tapages du poing sur la table qu'elles font. Soit, par exemple, si vous prenez le médiateur de la République, voilà une instance qui est un peu extérieure sur la question des libertés fondamentales, etc. Et qui, quand, à l'époque, Jacques Toubon, par exemple, s'exprime sur le fait que ça n'a pas du tout, l'État n'a pas respecté ce qu'il avait dit qu'il ferait, etc., là, ça a quand même un poids. Donc, en fait, si vous voulez, ce Parlement climatique et social, l'idée, c'est qu'il ressemble un peu au médiateur de la République sur les questions de climat et de social. Donc, il ait un droit d'accès à tous nos documents, la transparence soit totale, je veux dire qu'il sache quelle entreprise on a aidé, vous voyez, je veux dire qu'il n'y ait rien qui lui soit interdit comme droit de regard. Et qu'à partir de là, comme il aura un accès très fort aux médias, notamment parce qu'il fera cet éclairage de l'opinion publique sur la situation du climat dans notre région, ces recommandations, ces évaluations, lorsqu'elles seront négatives, par exemple, soient des vrais coups de massue sur la tête des conseillers régionaux et les poussent à revoir leur copie. En fait, c'est comme ça que ça marchera. Par contre, vous ne pouvez pas dire qu'il aura une valeur juridique plus importante que celle des délibérations des conseils régionaux, parce que ça, ce ne sera pas le cas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionnera, mais la comparaison avec le médiateur de la République me semble être la bonne. Donc, ces membres seraient donc plutôt des membres de moins de 25 ans. Excusez-moi, je vous interromps, mais depuis tout à l'heure, je vous parle de médiateur de la République, là où je veux parler de défenseur des droits. mais vous aurez compris que je parlais du défenseur des droits, hein, Jacques Toubon, etc. Pardon. Il n'y a pas de souci, on n'a pas relevé également. Et c'est donc des membres du coup plutôt jeunes de moins de 25 ans, vous disiez, qui seraient du coup tirés au sort ou... En fait, les citoyens donc, seront tirés au sort et j'aimerais beaucoup que l'on prenne en réalité, mon idée, c'est qu'on parte d'un audit de la population auvergnate-rhône-alpine, qu'on voit la proportion en gros de chaque tranche d'âge dans cette population et qu'on on surcote la représentation des moins de 25 ans. Qu'on ait une prime au fait d'avoir moins de 25 ans parce que, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'on a besoin d'une forme de radicalité, de non-compromission avec ces questions-là et qu'elle est plutôt présente dans la jeune génération. J'en profite, pardon, j'ouvre juste une parenthèse. Ça me rappelle, il y a 2 ans de ça,
c'était absolument flagrant pour moi. J'étais à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies, dans le cadre de mon activité professionnelle de l'époque. En fait, j'accompagnais la Fondation Gates qui réunissait, en parallèle de l'Assemblée générale des Nations unies, qui réunissait tous les activistes qu'elle soutient à travers le monde sur la question justement de la lutte contre la déforestation, de la lutte contre les violences, les activistes en gros qui cherchent à faire en sorte que les objectifs du développement durable de l'ONU soient vraiment respectés dans tous les pays. Et donc la Fondation Gates soutient ces activistes et elle les réunissait, elle en réunissait 400 dans un amphithéâtre pour 2 jours de séminaires, réflexions, travail, etc. Et donc, moi, je l'accompagnais sur cette démarche-là. Et je me souviens, quand je suis arrivée le matin de ces 2 jours et que j'ai ouvert la porte de l'amphithéâtre, le choc visuel qui a été le mien, parce que dans la salle, les activistes en question avaient honnêtement tous entre 18 et 25 ans. Et c'était, et encore je suis gentille, à mon avis, c'était même plutôt entre 16 et 25 ans. Et c'était exactement en même temps qu'il y avait toute cette polémique autour de est-ce que Greta Thunberg n'est pas trop jeune pour s'exprimer sur la question du changement climatique, est-ce qu'elle n'est pas infantile, elle ne sait pas de quoi elle parle, etc. Vous vous souvenez et je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment 2 mondes en fait qui ne se côtoient pas. Il y a le monde des commentateurs qui sont en train de nier à Greta Thunberg la légitimité ou l'expertise de s'exprimer sur un sujet qui la prend tellement aux tripes qu'on ne devrait même pas se poser cette question-là. Et puis, il y a la réalité du monde qui est qu'en fait, tous les activistes qui se battent aujourd'hui sur ces sujets de changement climatique ou de lutte contre la violence ou les inégalités, etc., ressemblent à Greta Thunberg. Lui ressemblent, ont le même âge et donc la même radicalité. Et c'est pour ça, de ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, ce dont on souffre dans nos politiques publiques, à l'échelle de l'État, à l'échelle des collectivités locales, c'est qu'on ne donne pas plus la possibilité à cette jeune génération de parler, de s'exprimer, de faire des choix. Et en même temps, je le comprends, et c'est pas seulement qu'on n'a pas envie ou qu'on ne vous fait pas confiance, c'est aussi parce que vous-même, vous avez aussi parfois d'autres choses à faire, des choses à prioriser dans votre vie, vous terminez vos études, vous avez envie de vous installer, etc. Mais en même temps, c'est dommage quand même de ne pas venir vous dire si, on a vraiment besoin de vous. Et l'idée de ce Parlement climatique et social, honnêtement, c'est qu'ils disent aussi on a vraiment besoin de vous, cette génération-là. Donc, voilà. Merci pour votre réponse. On approche de la fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire. Est-ce qu'on doit vous libérer à 19h pile ou est-ce qu'on peut dépasser un tout petit peu? Est-ce que je peux répondre à une question? Oui, c'est la question justement qui était posée là, j'allais reprendre. De savoir quelle relation vous comptez entretenir avec la métropole de Lyon, notamment sur le revenu minimum pour les jeunes. Ouais, merci, parce que je viens de l'avoir du coup, et ça me permet du coup de revenir sur un point que je n'ai pas eu le temps d'aborder tout à l'heure, mais c'est hyper important. Moi, pour vous dire les choses simplement, je suis vraiment, vraiment, vraiment lasse de tous ces mois passés depuis que le confinement, le premier confinement, les jeunes devant les files d'aide alimentaire, etc. Lasse du fait que du côté de l'État ne soit pas venue une réponse, à mon avis, suffisamment satisfaisante. Je ne pense pas que les repas à 1 euro du Crous soient malheureusement satisfaisants. Et j'aurais voulu quand même que la proposition qui était faite avec beaucoup d'insistance, notamment par la gauche au Parlement, j'en sais quelque chose parce que c'est notamment mon mari qui a porté ça, soit retenue, c'est-à-dire celle d'un revenu exceptionnel, qu'on l'appelle RSA jeune, qu'on l'appelle revenu de solidarité jeune, peu importe. Mais ça n'a pas été retenu par le gouvernement. Et donc, moi, je fais partie des gens qui disent, évidemment, quand quelque chose ne veut pas être fait mordicus par l'État, il faut que les collectivités locales l'expérimentent, qu'elles le fassent. Et donc, concrètement, j'ai apprécié de voir que la métropole s'était engagée dans cette expérimentation d'un RSJ. Et bien évidemment, la région accompagnera la métropole dans ce dispositif aussi et veillera surtout à faire en sorte que sur d'autres territoires que la métropole, on puisse avoir un tel dispositif. Donc, en gros, un revenu d'insertion jeunesse. Et ce que je vous décrivais tout à l'heure sur le fait qu'on devienne vraiment des acteurs majeurs, nous, la région, sur la question de l'emploi des jeunes, ça va nous aider en fait à faire tout ça. Parce que par définition, c'est justement en recevant ces jeunes qu'on verra
aussi les cas de figure où clairement il y a une incapacité même comment dire, à se projeter dans le monde du travail, etc., tellement on est en difficulté financière et au quotidien. Et donc, en fait, ce revenu solidarité jeunesse, il a vraiment sa raison d'être et on s'y engage. Et après... Florian, on vous interroge sur la mise en place d'une écotaxe sur les poids lourds. Voilà, pour savoir ce que vous en pensez. Nous, vraiment, sur la question des poids lourds polluants, d'ailleurs, c'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet sur lequel, je pense, tous les candidats à cette élection régionale ne sont pas forcément d'accord. Moi, par exemple, je suis très, très, très attachée à ce qu'on apporte des solutions aux habitants de la vallée de l'Arve, là, qui se payent quand même, en effet, ces poids lourds et cette pollution au quotidien. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que, par exemple, on a la chance d'être dans une région dans laquelle, potentiellement, les solutions sont là. Parce que, quoi qu'on en pense, même si ça ne dépend pas de la région elle-même, le fait qu'on ait le Lyon-Turin, eh ben, ça va permettre de mettre ces poids lourds et donc cette pollution sur des rails plutôt que de les avoir sur la route. Et c'est la raison pour laquelle on est très volontariste sur ce sujet. On a envie que, puisque le Lyon-Turin, de toute façon, est là, et ben, il faut qu'on l'accompagne avec notamment des accès qui permettent, en plus, aux voyageurs qui vont de Lyon jusqu'à Grenoble, Annecy ou Chambéry, de pouvoir voyager de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Et puis, encore une fois, de sortir des poids lourds, des camions des routes. Donc, en fait, c'est plutôt comme ça qu'on intervient. On n'est pas parti sur l'idée d'une écotaxe, mais je pense vraiment que c'est par un meilleur aménagement en fait, de notre territoire qu'on retire les poids lourds de la route. Je vais vous poser une question qui sera peut-être du coup la dernière, comme on s'approche de 19h, savoir quelles étaient du coup vos relations avec la liste écologiste qu'on a reçue en début de semaine, parce qu'effectivement, quand on regarde vos programmes, on trouve quand même beaucoup de similitudes, que ce soit sur le revenu jeune, sur la volonté on n'en a pas parlé, mais de mettre en place un dispositif pour que tout habitant de la région trouve un professionnel de santé à moins de 15 minutes, l'ambition écologique bien évidemment. Et donc, on se demande sur quel point, effectivement, il n'a pas été possible de faire une alliance avec la liste écologiste. Je ne pense pas que ce soit sur les questions du programme, soyons clairs. Je pense que c'est plutôt sur une question de stratégie électorale. C'est-à-dire qu'au fond, moi, je faisais partie de ceux qui considéraient qu'il valait mieux qu'on parte unis parce que comme ça, on installait une dynamique plus forte, tous ensemble, qu'on réconciliait un certain nombre d'électeurs de gauche en particulier qui n'en pouvaient plus de nos divisions avec la politique et avec la gauche. Bon, moi, je faisais partie de cela. Après, vous aviez d'autres stratèges, on va dire, dans les autres formations politiques qui considéraient que, en fait, on engrange plus de voix et d'électeurs lorsque on part séparé et que chacun, c'est-à-dire, quand je dis chacun, aujourd'hui, vous avez trois forces à gauche, grosso modo, la nôtre, Europe Écologie Les Verts et puis PCFI, et que chacun va finalement engranger les voix liées à ses caractéristiques propres, à ses priorités, tout ça, et qu'on se retrouve seulement pour le second tour. Et qu'à ce moment-là, ça fait un bloc d'électeurs plus important. Donc, en réalité, c'est cette vision-là des choses qui a fini par l'emporter. Moi je ne me cache pas du fait que je défendais plutôt la première vision, qui était qu'il valait mieux qu'on y aille ensemble dès le début. Mais il y avait cette deuxième vision qui était non, il vaut mieux qu'on parte séparés, comme ça chacun d'entre nous amènera finalement plus d'électeurs à soutenir la gauche et à la fin, ce sera plus payant et plus productif. Et c'est un peu la vision qui était défendue par Europe Écologie Les Verts pour les citer. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve dans cette situation. Je ne voudrais pas non plus que vous trouviez ça dramatique. Enfin, peut-être que vous n'avez pas d'avis sur le sujet, mais si certains d'entre vous ont plutôt le cœur à gauche, etc. Vraiment, alors même que j'ai défendu la première option, je voudrais vous dire, ce n'est pas non plus dramatique parce que, honnêtement,
c'est vrai que quand on compare avec, par exemple, une région comme Hauts-de-France dans laquelle il y a eu ce rassemblement dès avant le premier tour, on a quand même le sentiment, en effet, que finalement, ça attire moins d'électeurs en tout que si 3 forces y vont chacune de leur côté, fortes de leurs priorités et arrivent à attirer à elles des gens qui ne seraient pas allés vers les autres et qu'elles garderont en revanche pour le deuxième tour, pour l'ensemble de la gauche. Et moi, à titre personnel, dans cette campagne, le fait d'y aller finalement pour l'alternative et pas pour l'ensemble de la gauche, ça me permet par exemple de porter mes priorités. Là où si on avait d'ores et déjà fait ce rassemblement, on aurait dû composer les uns avec les autres, vous voyez. Et ma priorité absolue, qui est l'emploi, c'est pas porté comme je le porte moi aujourd'hui par les autres formations de gauche. Chez Europe Écologie Les Verts, il va y avoir cette priorité, j'imagine, donnée à la transition écologique. Chez PCFI, j'imagine qu'il y a une priorité donnée au service public. Je dis ça, je suis peut-être un peu caricaturale, mais grosso modo, moi, ma marque de fabrique dans cette élection, parce que j'ai vraiment un sentiment d'urgence sur cette question de l'emploi, et notamment de l'emploi des jeunes, c'est le développement économique et l'emploi. J'ai d'autant plus de facilité à porter ça, encore une fois, que je suis à peu près libre de mes mouvements, en étant partie comme ça. Donc, on verra ce que ça produit à la fin. Il sera bien temps de relire l'histoire comme ça. Mais il n'y a pas de quoi désespérer. Là, pour le coup, le vrai sujet, que ce soit pour les deux autres forces de gauche, nous-mêmes, ou même pour l'ensemble des candidats, hormis le président sortant, c'est de réussir à intéresser les électeurs. Parce qu'en fait, je veux dire, l'apathie qui règne, elle se fait au profit du président sortant, par définition. Les intéresser à ce qu'est la région, ce que sont ses compétences, dans la grande confusion qu'a installée Laurent Wauquiez, qui laisse croire aux gens qu'en fait la région est compétente sur les autoroutes alors que ce n'est pas le cas, qui fait que les gens ne savent même pas que la région aurait pu financer du logement ou financer plus de soignants ou des choses comme ça alors qu'elle pouvait le faire. Dans cette grande confusion-là, il y a beaucoup d'électeurs qui n'ont pas les idées claires sur ce qui a vraiment capoté depuis 6 ans, ce qui aurait pu être fait mieux, ce qui devrait être fait mieux. Donc tout notre travail pendant les jours qui viennent, les semaines qui viennent, c'est vraiment cette mobilisation des électeurs et de leur donner envie d'une alternative. Merci pour votre réponse sur les alliances qui, je pense, intéressaient beaucoup d'entre nous. Juste avant de finir, Kenza, je vois que tu as de nouveau la main levée. Je te laisse ouvrir ton micro. Oui, juste une dernière question. C'est un peu général, mais je trouve que c'est quand même important. Donc, je voulais savoir si vous êtes élu, du coup, quelle serait tout simplement votre première mesure et parmi toutes les politiques que vous avez présentées aujourd'hui, laquelle metteriez-vous prioritairement en avant? Merci. Moi, une fois élue, si vous voulez, tout est tellement important que je m'attaque très vite aussi bien à la question de la caution premier emploi, donc cette question de l'emploi des jeunes, aux aides économiques aux entreprises, puisque finalement c'est maintenant qu'il ne faut pas qu'elles mettent la clé sous la porte, qu'il ne faut pas qu'elles s'engagent dans des plans sociaux. Toutes les questions de tarification sociale, que ce soit dans les cantines scolaires, dans les transports, les gratuités, je les mets en place immédiatement, évidemment, parce que ça permet vraiment de changer vite la donne. Je m'engage très vite aussi sur la question du logement, parce que je redis ici, mais on a un énorme besoin de logement étudiant notamment, donc il faut vraiment construire là, et ça prend quand même quelques mois, donc je m'engage tout de suite là-dessus. Et puis après, il y a des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, dont je n'ai pas forcément parlé ici, mais par exemple, dans notre programme, on s'engage sur la construction de 1000 logements d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. Ça, c'est des sujets sur lesquels très, très vite, parce qu'on a conscience qu'il y a vraiment un besoin immédiat, on s'engage. Voilà, donc ça, c'est pour les politiques de fond. Pour la question de la gouvernance de la région, puisque quand même, vous m'avez entendu pas mal reprocher des choses à Laurent Wauquiez sur le mode gouvernance autoritaire, depuis la solitude de son bureau, sans critères, très clientéliste, etc. Enfin, ce que je maintiens, tout ce que je dis est évidemment étayé. Eh bien, sur cette question de la gouvernance de la région, ce que je ferai aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures symboliques que j'adopterai très vite. Par exemple, je souhaite que la commission des finances à l'Assemblée régionale soit présidée par un élu de l'opposition,
parce que pour moi, c'est un gage de transparence, quoi. On n'a rien à cacher, non, on n'a pas des petits trucs clientélistes qui traînent dans les coins. Non, on est là vraiment pour l'intérêt général, le bien commun. Je souhaite que l'ensemble de nos délibérations, des acteurs qui bénéficient de nos subventions ou de nos aides, eh ben, ces subventions et ces aides apparaissent de façon transparente sur le site de la région et que tout ça soit organisé en accès en open source, en accès libre. Voilà, donc ça, c'est un peu des mesures, on va dire, de gouvernance, de gestion, qui permettent, je crois, d'introduire plus d'éthique dans la façon dont on fait de la politique. Merci. Bon, Kenza, vous avez posé une excellente question pour conclure, mais est-ce que vous avez peut-être un petit mot de la fin avant qu'on conclue et que l'on se quitte? Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, peut-être pour quand même insister sur une dimension que j'ai, là encore, zappée dans mon exposé, qui est la confiance énorme que j'accorde aux initiatives associatives. Voilà, j'en ai pas dit grand-chose, mais vous avez peut-être noté que dans mon programme, il y a cette idée que nous ferions passer le budget de la région à l'égard des associations, en gros de 1 à 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 15 millions par an, demain, ce sera 150 millions par an. Ce qui est quand même une vraie mesure forte. Mais en fait, je trouve que quand même, dans les leçons qu'on a apprises, alors moi je le savais déjà, hein, mais qu'un certain nombre de gens ont vu pendant la crise sanitaire et économique, il y a à quel point on a besoin d'un tissu associatif, d'éducation populaire, d'associations qui justement permettent aux gens de devenir des citoyens parce qu'elles les aident à passer le cap de je me pense individuellement puis je me pense collectivement. D'associations caritatives qui ont été tellement précieuses quand il y avait toute cette aide alimentaire qui était requise, notamment de la part des plus jeunes. Bon bref, toutes ces associations-là, je pense qu'elles sont absolument inestimables et qu'on a besoin vraiment de les accompagner, de les soutenir, d'être là à leur côté, de ne pas les surcharger en permanence en leur demandant de remplir des dossiers à n'en plus finir. Et donc la région sera dans une relation très différente de ce qu'elle a été ces dernières années avec ces associations. Confiance, soutien, accompagnement et remerciement permanent pour ce qu'elles permettent de créer aussi, parce que c'est de la richesse en fait. C'est aussi ça le bien-être. Le bien-être, j'ai beaucoup parlé de prospérité, de bien-être matériel depuis tout à l'heure, mais c'est peut-être parce que je viens d'un milieu modeste. Je sais que le bien-être, il commence d'abord par pouvoir en effet payer son loyer et son chauffage et se nourrir bien. Mais ce n'est pas que le matériel, c'est aussi la capacité à vivre entouré, à pouvoir compter les uns sur les autres, le lien. Et c'est aussi ça que les associations apportent et c'est pour ça que j'y accorde vraiment beaucoup, beaucoup d'importance et de crédit. Voilà, je vous ai dit beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, je vous remercie infiniment pour votre attention. C'était hyper sympa de discuter avec vous. J'espère que vous avez les idées plus claires. Merci à vous. Si vous êtes des votants de la région ou pas, mais en tout cas, vous allez aussi recevoir dans vos boîtes aux lettres tous nos documents aux uns et aux autres et vous pourrez peut-être aussi creuser davantage comme ça. Merci énormément pour votre intervention, pour ce débat ce soir. J'en profite avant que l'on se quitte pour rappeler que nous avons encore 2 événements dans le cadre de ce cycle sur les élections régionales. Donc lundi 31, donc dans 3 jours, nous recevrons M. Cotarac du Rassemblement national et puis mercredi 2 juin, M. Bonnel pour La République en marche. Je vous remercie énormément Mme Vallaud-Belkacem et puis je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée et un très beau week-end. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.